Bonjour et bienvenue à tous au webinaire Simuler et maîtriser les phénomènes électromagnétiques pour mieux concevoir avec CST. Je suis Adrien Verly, consultant simulation chez Keonis, et ce webinaire va être animé par Monsieur Richard Cousin, donc expert en simulation électromagnétique chez Dassault Systèmes. Alors, pour petit rappel, nous animons des webinaires 2 fois par mois, donc généralement les mardis de 11h30 à midi. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement 11h pour laisser un peu plus de temps à Richard de présenter la solution. Donc, ce sont des webinaires qui présentent les produits à la fois de simulation, de design et de system engineering. Également, pour votre petit rappel, nous avons un petit site dédié à la simulation chez Keonis. Vous pouvez vous y connecter et vous allez retrouver dessus des articles techniques. Et également, vous pouvez trouver tous nos webinaires en replay. Donc, je vais laisser la main à Richard pour présenter la solution CST. Richard, je te mets présentateur. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous très bien. Donc Richard Cousin, donc comme vous l'a exposé donc mon collègue, donc responsable de la simulation électromagnétique au sein de Dassault Systèmes dans la branche Simulia pour la partie Europe. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui devrait couvrir un petit peu moins d'une heure pour se laisser éventuellement un peu de temps pour quelques questions, c'est un panel, un overview des solutions électromagnétiques qui sont déployées au sein de Dassault Systèmes pour répondre à différents domaines d'application. Alors, la simulation électromagnétique avec les outils notamment donc CST, originairement donc Computer Simulation Technology, couvre l'ensemble du spectre électromagnétique depuis les applications statiques ou quasi-statiques jusqu'aux applications optiques couvrant le domaine des applications terahertz. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, on passe par des applications qui couvrent à la fois les phénomènes électrostatiques, magnétostatiques, donc les problématiques de transformateurs, mais également lorsqu'on va monter en fréquence, on va couvrir les applications de tout ce qui est système RFID, que ce soit des systèmes planaires ou des systèmes 3D, jusqu'à des systèmes très complexes pour le téléphone portable dans différentes gammes de fréquences, que ce soit les gammes de fréquences GSM, et également l'intégration des antennes qu'il peut y avoir dans des dispositifs complexes, comme je vous le disais, jusqu'à des structures qui peuvent être diverses et variées, notamment dans le domaine optique, pour des applications plasmoniques, photoniques, nanostructures, ou modélisation de matériaux exotiques comme le graphène. Alors la simulation électromagnétique, on va la trouver dans différentes industries. Toutes ces industries sont couvertes et font justement appel aux applications que vous avez au sein de Dassault Systèmes. Donc que ce soit dans le domaine de la défense et de l'aérospace, dans le domaine de l'automobile, de la marine, de l'énergie et des process industriels, de la high-tech. Donc, on va trouver également l'électromagnétisme dans tout ce qui est conception de composants haute technologie, les équipements industriels et également, c'est d'actualité, tout ce qui concerne également la santé. Donc, la simulation électromagnétique apporte véritablement une valeur importante dans ces différentes industries et je vais l'illustrer par quelques exemples. L'un des exemples que vous avez, c'est par exemple un exemple que l'on va trouver dans tout ce qui est phénomène de compatibilité électromagnétique, comme notamment des applications autour de la foudre. Vous avez par exemple ici donc un dispositif sous test, et ce dispositif sous test est extrêmement complexe avec beaucoup de diagnostics et nécessite donc une préparation et un environnement bien spécifique. Donc ça évidemment ça a un coût et ce coût n'est pas négligeable. Donc si l'on veut déjà éventuellement réduire les coûts pour cibler directement la problématique, eh bien c'est quelque chose que l'on peut aborder par la simulation électromagnétique. Donc dans la capture d'écran que vous avez ici, vous pouvez voir donc un signal de foudre qui vient ici impacter, percuter ici l'Airbus A380 que vous avez à l'écran.
Et les différentes couleurs et les zones de propagation du champ électromagnétique sont également fonction des différents matériaux composites qui constituent ici l'appareil. Donc vous avez à la fois la signature électromagnétique du fait de ces matériaux qui sont pris en compte et la signature électromagnétique de l'impact de foudre prenant en compte le système complet. Donc là, c'est véritablement quelque chose qui est directement un retour d'expérience qui permet également de qualifier le test avant même de pouvoir éventuellement le faire en réalité avec tous ces diagnostics dans sa complexité pour ce type d'application. Également dans l'industrie automobile, maintenant au sein d'un véhicule, dans le passé, on avait un véhicule qui était majoritairement mécanique. Maintenant, tout devient majoritairement plutôt électrique à 80%. Et vous avez énormément de capteurs, d'antennes et de dispositifs rayonnants qu'il peut y avoir au sein du véhicule. Tout cela peut générer des phénomènes d'interférence. Et ces phénomènes d'interférence doivent être maîtrisés et compris. Et la simulation électromagnétique ici apporte également une vraie valeur ajoutée dans le fait de savoir comment positionner ces capteurs et quel est le système de câblage qu'il faut également adapter pour avoir la meilleure signature électromagnétique et surtout la meilleure transmission et la meilleure efficacité des différents dispositifs embarqués. Également dans le domaine donc de la marine et plus généralement, je dirais, dans les applications de placement d'antennes. Vous avez donc au départ la conception d'antennes qui peuvent être faites donc au niveau du bureau d'études. Donc vous avez déjà à caractériser, je dirais, le dimensionnement de l'antenne proprement dite. Mais ensuite, cette antenne doit être placée sur un porteur. Et l'antenne aura des caractéristiques différentes en fonction du porteur sur lequel elle sera implémentée. Donc de pouvoir à la fois cartographier le champ électromagnétique et la distribution du champ électromagnétique dans un espace donné, prenant en compte l'antenne sur son porteur, est vraiment fondamental, puisque c'est ça qui va permettre de conditionner la communication des signaux à distance, ici sur cette capture vers le satellite pour la communication GPS par exemple, et de pouvoir véritablement donc dimensionner le dispositif depuis le composant unitaire que constitue l'antenne jusqu'au système complet, intégrant également le navire pour la télécommunication globale. Autre cas d'application dans le domaine de la high-tech, c'est par exemple un système complexe comme le téléphone portable. Donc vous avez d'une part l'intégration des différentes antennes dans différentes gammes de fréquences qui doivent être intégrées au sein d'un dispositif complexe, mais vous avez aussi tous les systèmes électroniques qui doivent communiquer et alimenter les systèmes d'antennes de manière à pouvoir vous donner la meilleure réception pour cette application. Donc vous voyez que la propagation des signaux, donc l'intégrité des signaux que vous avez au sein d'un PCB, donc au sein d'une carte électronique, est véritablement fondamentale. Et cela doit aussi être analysé et intégré donc, par un outil de simulation électromagnétique qui vous permet de prédire en avance les performances que vous pouvez attendre pour ce type de dispositif. Donc ça, c'est pour la partie carte électronique. Bien évidemment, après le rayonnement du champ électromagnétique en fonction des diagrammes de rayonnement qui vont être émis suivant les différentes antennes implémentées au niveau du téléphone, sera aussi cartographié et vous donnera également une information sur la directivité des antennes implémentées. Enfin, autre bénéfice de la simulation électromagnétique, c'est tout ce qui concerne l'interaction du champ électromagnétique avec le vivant. Là, vous voyez que si l'on devait faire des tests, ou si l'on devait un petit peu partir dans ce genre de problématique, ça pose plusieurs problèmes. D'abord parce que les tests in vivo ne sont quasiment pas possibles. Ça pose aussi des problèmes de normes, des problèmes éthiques. Et la simulation électromagnétique, en particulier pour les problématiques de compatibilité électromagnétique dans les systèmes d'imagerie médicale, donc c'est ce que vous avez sur la partie gauche, est vraiment fondamental puisque ça vous permet d'estimer directement le niveau de DAS, donc la dose d'absorption spécifique au niveau de l'individu qui pourra être quantifié, exactement comme pour la figure de droite, ce que vous pourrez également cartographier et quantifier en termes de DAS pour le dimensionnement du téléphone portable, qui doit à la fois avoir des performances optimales, mais respecter également les normes
environnementale en ce qui concerne le DAS, prenant en compte également la tête pour la simulation du champ électromagnétique global, prenant en compte son environnement. Ici également, si je m'intéresse aux machines industrielles, en termes de performance et surtout de dimension, vous voyez qu'ici on commence à atteindre des dimensions qui commencent à devenir extrêmement importantes. Les outils électromagnétiques, et notamment pour la partie basse fréquence ici, vont pouvoir dimensionner un transformateur, les composants du transformateur, et puis ces composants en situation dans un environnement complexe qui va impliquer un champ électrique ou un champ magnétique induit qui va devoir également être résolu. Donc ça, on va pouvoir le prédire en avance. Et puis, ces dispositifs sont alimentés par des machines électriques, que ce soit des moteurs ou des générateurs. Et ces dispositifs-là peuvent être entièrement dimensionnés avec nos outils, notamment l'outil Opera intégré avec la suite CST. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cet exposé. Donc, la simulation électromagnétique, par les différents exemples que je vous ai montrés ici, apporte véritablement une valeur qui va se traduire de plusieurs façons, notamment, première chose, dans la réduction des risques. Vous voyez qu'au départ, lorsque vous allez devoir concevoir un dispositif, la simulation électromagnétique va vous permettre déjà de comprendre un peu les phénomènes physiques mis en jeu, et puis d'avoir véritablement un retour sur votre design en vue de réduire le nombre de prototypes pour directement optimiser et fournir un dispositif qui sera déjà beaucoup plus facile à tester avec un nombre de prototypes réels réduit, déjà qualifiés par la simulation. Ensuite, à partir de l'optimisation d'un certain nombre de prototypes que vous avez pu donc dimensionner, eh bien, ça va vous donner un nombre de prototypes réels également sous test qui va pouvoir être réduit. Donc ça va déjà vous réduire les coûts et puis ça va vous permettre aussi de délivrer des dispositifs dans des délais beaucoup plus courts de manière à répondre à une demande du marché. Enfin, troisième point, la simulation électromagnétique va vous permettre d'agir directement sur la qualité des produits et sur le délivrable. Donc l'optimisation des produits va pouvoir se faire directement par le biais de la simulation électromagnétique, vous donnant ainsi un dispositif fiable avec un prototypage virtuel qui sera directement corrélé au prototype physique que vous allez pouvoir concevoir et qui va vous pouvoir permettre de délivrer directement le produit sur le marché avec donc le minimum de risque et puis la qualité la plus haute avec une optimisation complètement maîtrisée. Dans ce contexte-là, en fonction donc des différents domaines d'application, les outils électromagnétiques développés au sein de la suite Simulia couvrent, donc, comme je vous l'ai dit, l'ensemble du spectre électromagnétique, mais en termes de marché, couvrent également les domaines d'application que vous avez devant vous là à l'écran. Donc notamment les applications micro-ondes et RF, c'est là où l'on va trouver essentiellement tout ce qui est design d'antenne, placement d'antenne, composants micro-ondes, système hyperfréquence. Ensuite, la partie EDA, carte électronique, donc dimensionnement des PCB, de manière à pouvoir directement analyser tout ce qui est intégrité du signal, power integrity, c'est-à-dire que la puissance que vous allez injecter dans un dispositif va devoir aussi respecter certaines normes, et donc du coup le dimensionnement du PCB sera directement en rapport avec la propagation des signaux que vous allez devoir prendre en compte. Ensuite, les applications autour de la CEM, donc tout ce qui est compatibilité électromagnétique, dans un environnement particulier, c'est-à-dire que votre dispositif va avoir un certain comportement, va éventuellement rayonner du champ électromagnétique et il faut que ce rayonnement ne vienne pas perturber les dispositifs voisins et environnementaux que vous avez aussi à proximité de l'élément en question. Ensuite, quelque chose qui est spécifique et unique avec nos outils de simulation électromagnétique, c'est la capacité de pouvoir faire également de la dynamique des particules chargées. Donc, c'est notamment toute la problématique qu'il peut y avoir pour le dimensionnement des composants pour les accélérateurs de particules, mais ça peut être aussi le dimensionnement des tubes hyperfréquences pour de la télécommunication satellite vers la Terre.
Et puis également différents types d'applications qui peuvent éventuellement nécessiter la prise en compte de plasma, alors de plasma plutôt froid, c'est-à-dire pour des applications où les densités et les gradients thermiques sont quand même relativement faibles. Donc pour des applications industrielles, qui ne sont pas des applications de recherche, plutôt des applications industrielles maîtrisées pour lesquelles on peut concevoir le dispositif, encore une fois, avec du prototypage virtuel. Et enfin, pour terminer ici l'ensemble de ces différents marchés, les applications basse fréquence, où l'on va trouver, donc, qui vont regrouper les applications statiques et quasi-statiques, qui vont regrouper les applications autour des transformateurs, des phénomènes magnéto-quasi-statiques, électro-quasi-statiques, les moteurs, et toutes ces applications pour lesquelles les phénomènes électromagnétiques ne se propagent pas, mais on regarde véritablement la diffusion du champ électromagnétique dans une structure donnée. Donc pour revenir maintenant un petit peu plus dans le détail de ces différents marchés qui sont directement connectés aux industries que je vous ai exposées précédemment, bien vous voyez qu'il y a aussi des zones, donc c'est les couleurs que vous voyez ici tout autour du camembert qui a été présenté précédemment. Les couleurs permettent de cartographier les données haute fréquence, des données basse fréquence, et vous voyez évidemment qu'il y a des zones qui s'overlappent parce qu'évidemment les dispositifs, lorsqu'on les conçoit au départ au niveau du composant. On est dans un système, dans une gamme de fréquences bien particulière, mais lorsqu'on doit ensuite considérer ce composant dans son système complet, eh bien, on se retrouve dans des configurations où on a besoin de toucher plusieurs gammes de fréquences. C'est là d'ailleurs où il peut y avoir des phénomènes d'interférence. Tout ça doit être maîtrisé et vous voyez que dans ce cas-là, on peut très bien on est très vite dans des problématiques où l'on doit couvrir des spectres électromagnétiques qui deviennent beaucoup plus larges. Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, donc vous voyez qu'il y a quand même énormément d'applications potentielles. On a donc différents outils. Ces outils sont ceux qui sont exposés ici, avec l'outil principal qui est donc l'outil 3D de référence qui s'appelle CST Studio Suite. On en est à la version 2020. On est en train de finir les implémentations pour la version 2021 qui sortira donc en tout début d'année prochaine. Donc ça, c'est l'outil 3D qui regroupe dans l'interface l'ensemble des fonctionnalités de la suite CST. Dans cette interface, vous avez également donc des outils additionnels qui répondent à des besoins spécifiques pour caractériser des applications précises. Par exemple, Antennamagus. Antennamagus, c'est un outil, c'est une bibliothèque d'antennes qui rassemble plus de 300 modèles d'antennes. Ces antennes ont été en partie validées également par la mesure et elles sont entièrement calibrées par la simulation électromagnétique. Ce qui veut dire que ces antennes peuvent être utilisées comme source pour être placées ensuite dans un contexte particulier au sein de CST Studio Suite de l'environnement 3D pour caractériser votre application qui vous est propre. Donc disons que la source, vous allez pouvoir l'extraire et l'utiliser directement pour votre application en vue de regarder l'interaction qu'il peut y avoir dans la conception d'un système global prenant en compte cette source déjà calibrée. L'outil Opera. Opera est un outil basse fréquence qui incorpore également quelques fonctionnalités autour de la dynamique des particules chargées. Donc c'est un outil qui principalement va s'attacher à la conception des phénomènes basse fréquence et quasi statiques. Donc c'est par exemple le dimensionnement d'aimants permanents, le dimensionnement de systèmes supraconducteurs, donc des choses qui sont extrêmement spécifiques avec des couplages non linéaires vers la partie thermique de manière à répondre spécifiquement à cette problématique. FEST 3D, c'est un outil de synthèse de filtres. Donc parmi les composants micro-ondes que l'on est capable de gérer et de simuler, il y a notamment les filtres, donc que l'on va trouver dans les composants spatiaux par exemple. Et donc l'outil FEST 3D, sachant qu'un filtre est extrêmement sensible en termes de paramétrage physique, géométrique et également en termes de matériaux à implémenter pour ce type de dispositif, va permettre directement de faire la synthèse via une topologie et un système donné pour vous donner déjà la réponse du filtre dans une géométrie particulière. Ensuite, l'outil Spark 3D, c'est l'outil de référence pour la partie claquage RF. Lorsque vous injectez de la puissance dans un dispositif,
cette puissance peut générer localement un renforcement du champ électrique, et ce champ électrique peut générer des zones de claquage. Donc ici, c'est pour des composants donc RF, donc à la fois du claquage qui peut être du claquage du type multipactor ou du claquage du type décharge partielle basse pression, qui peuvent être également prises en compte par l'outil Spark 3D. Idem, qui est un outil de simulation de macro-modèles. Et enfin, où vous allez pouvoir ici récupérer des blocs de simulation qui peuvent provenir d'autres outils circuits indépendants à CST, et également éventuellement des données de mesure que vous allez pouvoir intégrer comme bloc de simulation équivalente qui va s'intégrer à la simulation électromagnétique 3D au sein des outils électromagnétiques. Alors, ces différents outils se manipulent avec des moteurs de calcul que l'on a spécifiquement développés. Au sein de la suite CST, on a développé toutes les méthodes numériques nécessaires pour répondre aux différents domaines d'application que vous avez depuis les applications DC jusqu'aux applications terahertz. Vous voyez qu'il n'y a pas un solveur universel qui sera capable de résoudre l'ensemble des problématiques du fait même de la taille des structures par rapport à la longueur d'onde d'analyse. Vous voyez que la résolution nécessite un maillage particulier qui doit s'adapter en fonction de la taille électrique de la structure, et ça doit être parfaitement maîtrisé. Donc parmi les solveurs phares que l'on va utiliser dans le domaine des micro-ondes et de l'ARF sont principalement le solveur temporel, qui est un solveur explicite qui permet de calculer la propagation du champ électromagnétique 3D dans un environnement particulier, donc dans un environnement en espace libre typiquement, et un solveur fréquentiel qui va fonctionner principalement donc dans l'espace des fréquences, c'est-à-dire que ce que vous avez dans le domaine temporel, les signaux, vous allez pouvoir faire une transformée de Fourier de ces signaux et vous allez vous transposer directement dans l'espace des fréquences. Et là, dans ce contexte-là, on a développé la méthode à éléments finis qui permet de répondre à cette problématique. Alors d'autres solveurs, je ne vais pas tous les détailler, un solveur intégral qui fonctionne sur la méthode des moments, donc là c'est plutôt pour des structures qui sont largement surdimensionnées, donc très grandes devant la longueur d'onde de travail, basée sur la méthode des moments, donc une méthode surfacique, raison pour laquelle on va pouvoir monter en taille de structure, là où les solveurs temporels et fréquentiels sont plutôt des méthodes volumiques, une méthode asymptotique basée sur la méthode des lancers de rayons, un solveur Eigenmode qui va répondre à une problématique de structure fermée, donc pour les problématiques de cavité, un solveur multilayer qui va permettre donc de répondre à une problématique basée sur la méthode des moments avec des couches minces empilées avec différents matériaux pris en compte. Et ensuite, vous avez l'ensemble des solveurs statiques et quasi-statiques qui vont répondre donc aux problématiques basse fréquence. Ces solveurs peuvent être combinés également en 3D, peuvent être couplés directement à l'interface circuit, ce qui permet d'ailleurs de faire de la co-simulation dynamique et réelle entre la partie circuit et la partie 3D, ce qui veut dire que vous pouvez faire véritablement du fonctionnel exactement comme vous pouvez le faire dans vos expériences. Vous avez votre circuit d'alimentation. Le circuit d'alimentation peut être dimensionné en termes d'éléments circuits, et le circuit va directement donc alimenter votre structure 3D et générer le champ électromagnétique 3D dans tout l'environnement. Vous avez ensuite un couplage potentiel vers un outil thermique, et vous pouvez faire aussi de la multiphysique si vous êtes intéressé aussi par des déformations issues de l'action du champ électromagnétique. Ces méthodes numériques peuvent également être couplées entre elles, tout ça dans le même interface. Toutes les méthodes de calcul que vous avez ici partagent le même interface 3D, ce qui permet véritablement de faire de la conception depuis le composant d'un système jusqu'à un système complet prenant en compte l'ensemble des composants qui constituent la suite de votre application. Alors par contre à cela, évidemment, il faut venir coupler du hardware, et on a plusieurs possibilités pour pouvoir faire ce genre de calcul et d'accélérer le calcul, puisque l'idée c'est d'avoir quand même quelque chose qui soit assez proche de ce que vous êtes capable de faire sur le plan expérimental, de manière à avoir une dualité entre votre expérience et la simulation électromagnétique. Donc pour la partie hardware, déjà,
si je pars déjà à vous expliquer donc sur la partie gauche que vous avez ici à l'écran, tous nos solvers sont entièrement parallélisés. Ce qui veut dire que déjà, vous bénéficiez de l'accélération du calcul par l'ensemble des cœurs qui sont utilisés pour la simulation électromagnétique. Ensuite, cela ne suffit pas forcément. On a besoin, notamment lorsqu'on a besoin de monter en taille de structure, pouvant générer plusieurs millions de cellules de maillage, il peut être utile en effet d'utiliser les techniques d'accélération du calcul. Première technique d'accélération du calcul, donc c'est ce que vous avez juste en dessous la partie multithreading, c'est la partie calcul distribué. Vous avez par exemple votre front-end qui sera dissocié de la partie solver, ce qui veut dire que vous allez pouvoir générer et dimensionner votre structure en termes de géométrie sur le PC utilisateur et vous allez envoyer à distance sur un PC qui contient peut-être plus de ressources machines et plus de RAM le calcul électromagnétique. Une fois que celui-ci est terminé, donc c'est du vrai calcul distribué, tout est rapatrié, vos résultats sont rapatriés sur votre front-end, donc via les connexions réseau distant, et vous allez pouvoir analyser votre dispositif, ce qui vous permet d'ailleurs de libérer votre front-end pour d'autres applications pendant que le calcul tourne. Ensuite, sur la partie droite, ce sont les applications tournées autour, la partie hardware, pardon, tournée autour de l'accélération du calcul. Alors, première chose, le type d'accélération que vous avez, c'est l'accélération de type GPU. Au sein de votre machine, vous avez donc le CPU qui constitue le cœur de votre PC, mais on peut également lui coupler du calcul sur GPU. Le GPU a l'avantage, c'est qu'il a beaucoup plus de cœur que ce que vous avez dans votre machine. Et donc, pouvoir utiliser les cartes GPU qui peuvent ensuite se mutualiser au sein de votre machine, sous réserve que vous ayez les slots évidemment pour faire ça, va vous permettre donc d'accélérer le calcul jusqu'à des facteurs assez probants que je vais vous présenter juste après. Et enfin, pour des structures qui peuvent devenir largement surdimensionnées, donc lorsque vous avez besoin, cette fois-ci, vous n'avez pas assez de RAM sur votre machine et que vous avez besoin de faire un partage de mémoire, donc là c'est ce qu'on appelle du MPI, donc c'est Message Passing Interface, donc là vous devez utiliser donc un cluster pour votre calcul. Cette fois-ci, donc comme je vous le disais, c'est un partage de mémoire, c'est-à-dire que voyez les différents PC que vous avez ici à l'écran comme un seul et même PC qui aurait donc une RAM conséquente distribuée donc sur plusieurs nœuds. Donc ça, c'est un calcul qui est également possible, qui permet d'une part de traiter des problématiques qui sont extrêmement larges, qui peuvent aller jusqu'à même plusieurs milliards de cellules de maillage, et de pouvoir le résoudre donc sur un hardware dédié pour pouvoir encore répondre à cette problématique. Alors voici l'exemple en termes de performance hardware pour la partie GPU. Donc les cartes GPU que l'on recommande pour l'utilisation de nos outils sont les cartes développées chez NVIDIA. Donc on a réimplémenté également tous les solvers que vous avez au sein de la suite CST. On les a réimplémentés également en CUDA de manière à les rendre compatibles avec les cartes de chez NVIDIA. Vous avez ici pour différents types d'applications, donc ce sont des applications qui nécessitent quand même beaucoup de cellules de maillage. Vous voyez par exemple si je prends ici le téléphone portable avec la tête ici d'un individu, donc ça commence à générer aussi pas mal de cellules de maillage, surtout qu'on est ici dans des gammes de fréquences donc à quelques gigahertz. Même chose pour la carte électronique, vous voyez ici en fonction de la complexité géométrique du nombre de pistes et de couches que vous avez au sein de ce PCB, donc ça va générer également énormément de cellules de maillage, que vous l'avez ici, que ce soit pour la carte relativement simple que vous avez ici ou pour le PCB board qui devient donc cette fois-ci beaucoup plus complexe, ainsi que pour d'autres applications, que ce soit les applications autour de l'imagerie médicale, des applications de dynamique de particules chargées ou des applications de placement d'antennes sur un porteur comme un avion ou un bateau. Vous voyez que ça devient quand même des cas qui peuvent devenir extrêmement importants en termes de cellules de maillage. Les différentes cartes que vous avez ici, donc qui vont de la plus ancienne comme la Tesla K80, K pour les séries Kepler, jusqu'au Tesla Volta 100, bah, vous voyez ici les performances en termes d'accélération du calcul, les facteurs d'accélération qui peuvent être en moyenne ici avec les cartes de nouvelle génération qui peuvent largement atteindre un facteur 5 voire un facteur 6. Donc c'est véritablement quelque chose qui est
qui est unique et qui permet véritablement de faire du fonctionnel à proximité d'une manip pour des structures qui peuvent véritablement être très complexes. Alors, je vais m'attacher maintenant à vous décrire la simulation électromagnétique dans différents marchés et comment est-ce que l'on aborde cette simulation pour des problématiques dédiées. Alors, je vais commencer par les problématiques haute fréquence avec les parties que vous voyez ici à l'écran. Alors, commençons pour tout ce qui concerne les applications antennes, micro-ondes et RF. Vous voyez ici que les antennes, on en a partout. On est baigné dans un monde où le rayonnement électromagnétique est partout. Et donc, ça pose à la fois une question en termes de design, mais également en termes d'environnement, c'est-à-dire la propagation du champ électromagnétique dans l'environnement peut déjà modifier les performances du dispositif rayonnant, peut perturber également les voisins, et puis également pose un problème aussi normatif par rapport à l'utilisation de ces dispositifs-là dans leur contexte bien spécifique. Donc si je m'attache donc aux antennes, les antennes, vous allez les trouver partout, que ce soit dans le domaine de l'automobile. Une voiture maintenant, c'est un élément rayonnant à part entière. Vous allez les trouver aussi pour la télécommunication, que ce soit la télécommunication satellite vers la Terre, communication vers les avions, communication pour tout ce qui est communication satellite, communication GPS et autres. Et puis également pour tout ce qui est, là pour le coup d'actualité, puisque c'est en train d'exploser sur le marché, toutes les applications 5G et les objets connectés. Il faut savoir que le monde des antennes, c'est un marché en croissance exponentielle qui devrait atteindre 22,5 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Donc c'est un marché en croissance vraiment très importante. Alors je vais m'attacher principalement au monde des antennes et au placement des antennes pour vous exposer un petit peu comment les choses peuvent se conditionner par la simulation électromagnétique. Prenons par exemple ici un système complexe. Il y a notamment des applications qui sont très à la mode, qui sont les applications CubeSat, où vous avez des satellites qui tentent à se miniaturiser pour donner des effets aussi proches que ce que vous avez dans les technologies précédentes, mais en vue de miniaturiser cette fois-ci les dispositifs. Le satellite que vous avez ici est constitué donc de plusieurs antennes qu'il faut intégrer dans le dispositif. Donc ces antennes sont de différentes natures, peut être des antennes GPS, des antennes donc TTC, donc différents types d'antennes pour différents types de communication. Et donc ces antennes, vous allez déjà pouvoir les utiliser via Antennamagus. Antennamagus va vous permettre, via la bibliothèque d'antennes que vous avez, va vous permettre déjà de faire un choix d'antennes particulier pour faire du pré-design. Et puis ces antennes, vous allez pouvoir les positionner avec leur géométrie exacte caractérisée dans l'outil Antennamagus que vous allez pouvoir directement intégrer dans le porteur, et le porteur étant ici le satellite. Donc les antennes, vous voyez, donc vous avez des antennes de type antenne réflecteur à 12 Go fonctionnant en bande KU pour les applications spatiales correspondantes que vous allez pouvoir implémenter à un endroit précis du satellite. Ça peut être aussi des antennes avec des réflecteurs donc très complexes de type réflecteur grégorien à 14,5 Go qui vont pouvoir aussi être implémentés, des antennes réseau, des antennes cornet, des antennes hélicoïdales, etc., etc. Toutes ces antennes vont donc ici constituer les éléments rayonnants du satellite et il va falloir ensuite donc intégrer tout ça au sein d'un même environnement qui est l'environnement CST Studio Suite, l'environnement donc électromagnétique 3D, qui permet directement, de façon simple et flexible, d'intégrer immédiatement ces antennes au sein d'un même environnement. Donc comment est-ce que cela se passe? Vous avez un système qui s'appelle System Assembly and Modeling, c'est-à-dire que vous avez juste à spécifier les points d'ancrage où vous allez vouloir spécifier et placer ces antennes et automatiquement, l'outil va vous les placer dans l'orientation de votre choix pour avoir directement à cartographier ces antennes et à faire la simulation électromagnétique de l'ensemble de la structure. Vous avez un maillage automatique qui est généré, un maillage qui peut être un maillage donc surfacique, c'est ce que vous avez ici avec des triangles de surface, mais vous avez aussi des maillages volumiques, donc qui peuvent être soit des cubes ou des tétraèdres en fonction de la méthode numérique que vous allez utiliser.
Et puis une fois le calcul effectué, vous allez pouvoir cartographier entièrement ce type d'application, aussi large soit l'application d'ailleurs. Vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir directement analyser la propagation du champ électromagnétique 3D dans tout l'environnement de la simulation, dans tout l'espace. Alors, je continue un petit peu mes différentes applications tournées autour des micro-ondes et de l'ARF, donc les applications haute fréquence, et je vais maintenant m'attacher à la partie conception de composants RF. Donc, prenons l'exemple par exemple d'un filtre. Donc, c'est le filtre que vous avez ici à l'écran. Je vais donc utiliser l'outil FEST 3D, qui est l'outil de synthèse de filtre. Un filtre est extrêmement sensible, comme je vous le disais précédemment, et le tuning de ce genre de dispositif nécessite quand même un certain niveau d'expertise. L'outil FEST 3D intègre déjà toute cette expertise de manière à vous donner déjà la réponse du filtre pour une géométrie particulière, surtout qu'ici vous avez plusieurs cavités couplées, et donc ces éléments de couplage sont automatiquement déjà intégrés dans cet outil, ce qui vous permet déjà de faire un pré-design. Et exactement de la même façon que je vous l'ai présenté pour le satellite, vous pouvez ensuite intégrer ce filtre et le coupler à différents éléments qui constituent le système rayonnant global, jusqu'au rayonnement via l'antenne Cornet que vous avez ici à l'écran, pour directement assembler le système complet pour le rayonnement électromagnétique de l'ensemble du système. Alors ce système en question est alimenté donc par une source. Donc la source, elle se situe ici typiquement à l'entrée des guides d'onde et des filtres, des coupleurs que vous avez ici en bas du dispositif mentionné ici à l'écran. Et la puissance que vous allez injecter là-dedans peut avoir des effets nuisibles en termes de fonctionnement du dispositif. Donc on va pouvoir ici coupler le champ électromagnétique à la dissipation que vous avez dans la structure. Donc coupler les données de champ électromagnétique à un calcul thermique, et puis les sources thermiques vont être utilisées comme source pour des déformations potentielles au sein de la structure complète. Donc c'est ce que vous avez par exemple dans un workflow général, c'est ce que je vous présente ici. Vous avez ici la structure électromagnétique 3D, donc qui a été caractérisée par l'outil 3D. Et les matériaux sont renseignés, donc tous ces matériaux sont également à perte. Donc la dissipation va pouvoir être quantifiée par un calcul thermique. Vous allez pouvoir donc analyser la puissance dissipée dans votre structure. Et la partie thermique va être utilisée comme source pour analyser les déformations potentielles. Alors pour ce type de dispositif, vous voyez qu'ici, ce sont des déformations infinitésimales. Mais le filtre et les composants spatiaux qui sont du même type d'application sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir les déformations. Par contre, sur la signature électromagnétique que vous voyez ici à droite, notamment les paramètres S que vous avez, donc la transmission du signal et la réflexion que vous pouvez avoir aussi au port d'alimentation, eh bien vous allez voir, donc c'est notamment ici les niveaux que vous voyez, vous voyez que ces déformations infinitésimales vont altérer le fonctionnement du filtre. Et donc, il est fort possible que, avec la puissance que vous allez du coup injecter dedans, eh bien, vous voyez ici pour une analyse à 100 watts, par exemple, d'injection de puissance, eh bien, ce sera dramatique pour le fonctionnement du filtre. Vous allez perdre en efficacité et en rendement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez véritablement prendre en compte dans la partie conception et également dans la partie validation lorsque le système sera en fonctionnement. Autre caractéristique et effet collatéral non négligeable également à prendre en compte, si vous injectez également de la puissance dans votre dispositif, vous pouvez générer des phénomènes de claquage, notamment des phénomènes de claquage comme je vous le présente ici. Donc le système a été dimensionné et ensuite il est embarqué dans l'espace. Donc dans l'espace, vous pouvez avoir, lorsque le système a été conditionné, il peut y avoir encore un peu de gaz résiduel, bien que vous soyez sous vide, et il peut y avoir du coup une particule, un électron typiquement, du gaz résiduel qui peut être piégé par le champ électrique local, qui va donc se retrouver accéléré et va venir impacter les parois de la structure, et cet électron primaire peut être source d'émission d'électrons secondaires. Ces électrons secondaires vont être à nouveau piégés par le champ électrique local et
va donc créer ensuite à nouveau encore de l'émission d'électrons secondaires, et ces électrons secondaires vont finalement créer un effet d'avalanche. Donc c'est ce que vous voyez ici à l'écran sur la partie gauche. Cet effet d'avalanche va vous générer une population d'électrons avec des charges qui vont remplir tout le volume du dispositif, générant du coup un phénomène de claquage nuisible au fonctionnement du filtre, au fonctionnement du composant micro-ondes. Même chose pour la partie décharge couronne, donc qui concerne les décharges partielles à basse pression, donc typiquement de l'ordre de quelques millibars. Donc là, vous voyez ici, ça va plutôt concerner, donc même chose, le gaz résiduel que vous pouvez avoir dans ces dispositifs. Le composant en question est envoyé ensuite donc directement sur le satellite, mais pendant la phase de lancement, il y a des différences de pression qui également s'expriment. Et ces différences de pression peuvent engendrer justement du claquage, et ce claquage peut être quantifié et analysé avec l'outil Spark 3D. Donc vous voyez, depuis la conception jusqu'au système global, on est capable d'analyser tous les phénomènes électromagnétiques qui sont liés à un dispositif, à une application donnée. Donc pour la partie micro-ondes et RF, pour résumer sur cette partie-là, vous avez donc des outils de synthèse et de design qui vous permet directement de modéliser la source, donc que ce soit une source, donc une antenne, ou que ce soit un composant micro-ondes. Et ensuite, l'outil électromagnétique 3D qui vous offre une technologie complète qui permet directement d'intégrer ces sources pour les mettre en fonctionnement et en situation dans une application de votre choix. Donc maintenant, je continue un petit peu mon analyse et j'en arrive aux applications électroniques et CEM. Pour les applications électroniques, vous voyez qu'il faut regarder, donc on a maintenant des systèmes qui sont de plus en plus complexes, avec des signaux qui sont de plus en plus rapides, des systèmes qui fonctionnent de plus en plus à haute fréquence. Donc il faut pouvoir caractériser un petit peu à la fois les signaux et puis les PCB qui sont mis en jeu pour ce type d'application. Donc cela concerne les problématiques d'intégrité du signal, c'est les problématiques que vous voyez ici à l'écran. Également les problèmes d'intégrité de puissance, c'est-à-dire que la puissance que l'on va intégrer dans le PCB, compte tenu de la proximité des pistes et des couches qui sont empilées, il ne faut pas qu'on génère non plus des phénomènes de claquage. Donc la puissance on doit étudier également la tenue en puissance du dispositif, et cela implique également des contraintes de compatibilité électromagnétique. Alors je vous montre ici un cas d'application qui est un test de compatibilité électromagnétique en émission rayonnée. Donc vous avez ici un dispositif sous test, donc c'est le dispositif que vous voyez à gauche de l'écran, et puis ce système potentiellement rayonne. Et évidemment, il doit respecter certaines normes, puisque le but, c'est que si ce système rayonne, il ne doit pas venir perturber les dispositifs environnants à proximité, qui pourraient générer des phénomènes d'interférence et générer aussi un problème de fonctionnement des dispositifs à proximité, et également le dispositif d'ailleurs que vous avez ici sous test. Malheureusement, 50% des dispositifs sous test pour les composants électroniques ne passent pas les premiers tests CEM. Donc ça pose un vrai problème, puisque ces tests-là ont quand même un coût assez important. Et donc forcément, s'ils ne passent pas les tests CEM, ils ne peuvent pas être mis sur le marché. Il faut donc pouvoir directement caractériser ce type de test, et la simulation électromagnétique offre véritablement cette opportunité. Donc vous voyez ici le dispositif sous test, et bien vous allez pouvoir cartographier le rayonnement du champ électromagnétique qu'il émet dans la configuration dans laquelle il est ici considéré, et vous allez pouvoir ici analyser si ce champ électromagnétique, et en fonction des seuils de champ électromagnétique que vous avez en termes de rayonnement, si cela va perturber justement les plus proches voisins. Donc vous avez ici une comparaison immédiate en fonction de la fréquence du dispositif, comparaison entre mesure et simulation. Donc ça vous donne ici une bonne corrélation en vue de vous donner déjà une référence, ce qui vous permet d'être la première étape pour ensuite, si vous voulez respecter la norme correspondante pour le dispositif sous test, de savoir sur quels paramètres vous devez jouer au sein du dispositif réel pour que, in fine, le dispositif puisse être qualifié dans le test CEM pour lequel il est considéré. Vous voyez ici, donc cela suppose de prendre également les systèmes de cartes électroniques complexes, de faire une analyse d'intégrité du signal et de faire une analyse complète en termes de CEM pour en extraire
les signaux qui doivent respecter la norme telle qu'elle est établie pour ce type de test. Donc la simulation CEM permet véritablement de réduire le nombre de tests physiques, ça c'est fondamental parce que ces tests sont très coûteux, et permet déjà de vous donner aussi une information physique sur comment le dispositif doit finalement être optimisé pour directement et du premier coup eh bien, être tout directement donc compatible avec l'application pour laquelle il est dédié. Donc pour résumer ici sur les applications CEM et ce qu'apporte véritablement la simulation électromagnétique, c'est d'une part de pouvoir identifier les phénomènes d'interférence pour un système aussi complexe ici que vous avez donc une carte avec des ventilateurs, tout ça dans un rack. Vous voyez que donc déjà vous avez des phénomènes d'interférence potentiels que vous allez pouvoir analyser, estimer, parce que vous allez pouvoir mettre aussi des sondes dans la simulation électromagnétique pour extraire ces informations. L'information aussi vraiment importante, c'est que vous allez pouvoir cartographier et visualiser le champ électromagnétique. Donc vous allez déjà pouvoir voir s'il y a des zones sensibles et critiques, vous allez déjà pouvoir le visualiser à l'œil nu, ce qui n'est pas possible en mesure. Vous n'avez simplement qu'un retour sur une caractéristique courant tension et vous êtes obligé d'en déduire un petit peu ce qui se passe dans le dispositif. Donc là, vous avez une information supplémentaire. Et donc ensuite, l'ingénieur CEM sera capable donc de contrôler et puis d'apporter véritablement donc une expertise sur les problématiques d'interférence ou de compatibilité électromagnétique qu'il y a pour un dispositif donné. Autre cas d'application CEM, j'avais commencé à en parler dans mes exemples d'application, eh c'est le cas du téléphone portable. Vous pouvez avoir des mesures qui sont effectuées via une norme, mais qui sont effectuées donc de façon canonique, avec notamment le fantôme que vous avez ici au milieu de l'écran, donc qui permet de caractériser ce type de mesures. Mais la simulation électromagnétique va vous permettre de caractériser également les niveaux de DAS de façon plus précise, puisque vous allez pouvoir prendre en compte également les tissus biologiques qui sont constitués dans la tête et de faire une analyse donc justement un petit peu plus précise sur ce que vous avez pour ce type d'application. Et là, vous voyez pour le coup que la simulation est vraiment indispensable, puisque ce ne sont pas des tests que vous pouvez faire en réalité. On a développé au sein de la suite CST différents modèles biologiques pour pouvoir aborder ce genre de problématiques. Donc vous avez des modèles CAD qui peuvent être donc aussi détaillés que les modèles que vous avez ici à gauche, avec aussi des modèles voxels. Donc modèles voxels, c'est des modèles pixelisés où vous allez pouvoir contrôler la résolution, ce qui vous permet aussi de dégrossir un petit peu la simulation sans nécessairement prendre directement au départ un modèle très détaillé pour une analyse électromagnétique en vue de dégrossir un petit peu une problématique. Et en termes d'application, là vous avez vu l'application liée autour du téléphone portable, mais ça peut être aussi des applications liées à la sécurité et à la compatibilité aussi des dispositifs qui sont implantés dans le corps par rapport aux contraintes que vous avez dans l'environnement. C'est par exemple l'individu que vous avez ici à droite qui a un pacemaker ou un implant, doit respecter également certaines normes, puisque lorsque cet individu doit passer par exemple dans un système d'imagerie médicale ou dans un aéroport avec des systèmes qui sont également rayonnants et problématiques, tout ça doit pouvoir être pris en compte de manière à s'assurer que le système implémenté aussi dans l'individu reste bien compatible avec les activités courantes pour lesquelles il est également sollicité. Les applications, ensuite, je continue un petit peu donc mon marché, j'arrive sur la partie de la dynamique des particules chargées. Alors, on a également donc beaucoup de simulations dans ce domaine-là. On va pouvoir prendre en compte la propagation du champ électromagnétique couplé à la dynamique des particules chargées. En gros, pour faire simple, le champ électrique accélère les particules chargées et le champ magnétique les dévie. Donc ça va nous permettre donc d'imaginer différents types d'applications. Par exemple, les applications des tubes hyperfréquences, que ce soit les oscillateurs, comme par exemple le magnétron comme source que vous avez dans vos fours à micro-ondes, ou le tube à ondes progressives, qui est un amplificateur de puissance, qui vous permet ici donc directement d'amplifier un signal pour une application de télécommunication. Mais c'est également, donc dans le premier cas, vous transférez ici
l'énergie depuis le faisceau de particules chargées jusqu'à l'onde électromagnétique pour amplifier le signal. Et dans le cas des accélérateurs de particules, pour dimensionner ce genre de dispositif, vous avez directement ici le champ électromagnétique qui transfère son énergie aux particules chargées pour les accélérer. Donc ces dispositifs micro-ondes, ces dispositifs RF, peuvent être entièrement dimensionnés, prenant en compte la source de particules chargées directement pour dimensionner ce type d'application. Vous en avez ici un exemple, donc j'ai pris l'exemple du tube à ondes progressives. Donc vous voyez ici le signal RF injecté sur la gauche ici du tube, et vous le voyez donc en sortie de l'autre côté. Et vous avez la mise en paquet du faisceau d'électrons le long de la propagation du système hélicoïdal qui vous permet l'amplification de puissance. Ce genre de dispositif est véritablement important à optimiser par la simulation électromagnétique parce que dans le cas des satellites de télécommunication pour lesquels ces tubes sont utilisés, vous voyez que 1% de rendement que vous allez pouvoir gagner dans l'optimisation de ce type de dispositif, eh bien c'est des centaines de millions de dollars économisés en réalité ensuite dans l'implémentation de ce genre de dispositif. Donc de pouvoir optimiser ce type d'application, c'est véritablement fondamental. Ensuite, l'outil Opera, donc comme je vous le disais, qui est l'outil basse fréquence dédié essentiellement à tout ce qui est moteur, aimant permanent, démagnétisation, couple d'hystérésis et autres, et également phénomène supraconducteur, eh bien, on va le trouver notamment dans la communauté des accélérateurs de particules. Cela m'amène justement aux outils basse fréquence. Les outils basse fréquence, vous allez donc les trouver dans tout ce qui est dimensionnement des machines électriques, mais également de tout ce qui est capteur capacitif, capteur inductif, et puis également les systèmes de power engineering, c'est-à-dire de la puissance que vous avez, qui permettent de faire fonctionner par exemple un transformateur via des couples électromécaniques qui permettent de dimensionner directement ce type de dispositif. Donc là encore, Opera pour les moteurs pourra être utilisé. Opera donc permet de faire la caractérisation de ce type de dispositif à la fois en 2D ou en 3D avec des fonctions spécifiquement implémentées, comme par exemple ici les systèmes de bobinage et autres autour de votre dispositif vont pouvoir être entièrement dimensionnés avec Opera, et vous allez pouvoir cartographier et directement dimensionner un moteur complet, un générateur avec l'outil Opera. Autre cas d'application que vous avez dans ce type de dispositif, par exemple les dispositifs capacitifs, sensibles, tout ce qui est application touch screen, donc comme par exemple au niveau des applications des tablettes, des téléphones. Donc là, vous avez ici des capteurs capacitifs qui peuvent être entièrement dimensionnés. Ça peut être aussi la position de capteurs inductifs. Donc là, cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser à la cartographie du champ magnétique global. Et puis également, vous avez donc sur la deuxième partie de l'écran les phénomènes électromécaniques, où vous avez tout ce qui est ici capteur de vitesse pour différentes applications intégrées dans l'automobile et autres, ou également des capteurs inductifs avec un système de bobinage complexe qui va vous permettre de cartographier également le champ magnétique global de la structure complexe. Donc, en termes de dispositifs de puissance, donc comme je vous le disais, les transformateurs peuvent être également caractérisés depuis leurs composants, en passant par l'injection de tension, l'injection de puissance, mais également le système complet va pouvoir être caractérisé avec tous ces dispositifs intégrés pour pouvoir prendre en compte les phénomènes électriques, les phénomènes mécaniques, les phénomènes de couplage également, qui sont également très importants pour ce type d'application, ainsi que les matériaux magnétiques mis en jeu qui nécessitent d'avoir également une connaissance précise des caractéristiques des matériaux et des phénomènes non linéaires qui sont également liés à ces matériaux implémentés dans ce type d'application. Donc voilà, vous avez ici donc, les applications, donc tous les marchés qui sont couverts par la suite CST, donc qui sont les outils électromagnétiques de la suite Simulia de Dassault Systèmes. Pour résumer,
pourquoi utiliser la simulation électromagnétique en plus de ce que je vous ai présenté donc tout au début de cette présentation? Eh bien, c'est d'une part la précision. Vous avez ici, avec les outils électromagnétiques, directement la possibilité d'être en conformité avec vos mesures. C'est-à-dire que si vous reproduisez la géométrie de votre dispositif avec les matériaux implémentés dedans, normalement, vous devez retrouver en référence directement par la simulation ce que vous avez en mesure. Ce qui vous permet véritablement donc de valider la précision de l'outil de simulation électromagnétique pour vos besoins. Ensuite, comme je l'ai mentionné, c'est la rapidité. L'idée, c'est de faire du fonctionnel, c'est que la simulation électromagnétique doit véritablement vous apporter un plus par rapport à l'expérimentation. Et ce plus, c'est notamment de pouvoir réduire les coûts, de pouvoir faire du prototypage virtuel, et tout ça dans un temps limité, avec justement les hardware qui ont été développés au sein des outils Dassault Systèmes qui vous permettent de répondre à toutes ces problématiques. Et enfin, tout est combiné dans un seul et même interface utilisateur qui vous permet donc de traiter ces problématiques qui peuvent être très complexes, mais dans une interface donc déjà très épurée, qui vous permet quasiment de faire du dessin à main levée et de lancer le moteur de calcul directement via les boutons que vous avez ici dans l'interface. Donc, une interface utilisateur très conviviale qui vous permet directement de coupler à la fois de la simulation électromagnétique 3D à la partie circuit, ce que vous voyez ici à l'écran, et donc directement de faire, comme je vous le disais, du fonctionnel de façon à avoir une réponse immédiate entre la mesure et la simulation. Donc, je vous rappelle ici l'ensemble des différents produits que vous avez dans la suite CST, l'outil 3D ainsi que ici les add-ons que vous avez avec la suite CST. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que à partir du moment où vous êtes intéressé par un phénomène électromagnétique, que vous devez dimensionner un dispositif qui fait référence à la propagation du champ électromagnétique, a priori, nous savons le faire. Et vous avez une technologie complète avec un choix de moteur de calcul que vous pouvez d'ailleurs combiner et coupler, qui vous permet de répondre entièrement à cette problématique. Évidemment, vous bénéficiez également via le support et nos équipes d'une expertise également technique et scientifique qui vous permet également d'avancer et d'aborder toutes ces problématiques pour des applications diverses et variées. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci Richard pour cette présentation. Je vais reprendre la main pour finaliser ce webinaire. Alors, est-ce que mon écran est visible? Je pense que c'est bon. Alors, pour conclure ce webinaire, Kionis est là pour vous conseiller, vous aider et également vous supporter dans l'utilisation des logiciels Dassault Systèmes. Donc, on est certifié CST, entre autres, hein, et également pour vous former sur les outils. Donc, il y a différentes formations CST qui existent, hein, qui sont disponibles soit dans nos agences, soit chez vous, soit en ligne. Donc, il y a l'introduction à CST. Il y a également une formation qui est souvent donnée, qui est la formation sur tout ce qui est micro-ondes et antennes. Et vous retrouvez également toute une suite de formations avancées dédiées aux différents outils que Richard nous a présentés. N'hésitez pas à poser des questions dans la petite zone dédiée, évidemment, en attendant que je termine. Également, donc, pour finaliser ce webinaire, les prochains webinaires. Donc, normalement, donc, comme je vous disais en introduction, on en fait tous les 15 jours, on va dire dans la partie qui est non estivale. Donc, le prochain webinaire aura lieu en septembre. Ce sera la simulation mécanique pour les concepteurs avec la 3D Experience. Et pendant la période estivale, vous allez pouvoir retrouver différents petits webinaires. Donc, il y en a un dans 2 jours qui est un premier pas donc, vers la plateforme 3D Experience. Donc, je vous invite fortement à vous connecter si vous êtes intéressé par cette solution. Et également, tout l'été, nous avons une petite animation qu'on appelle Keoflix, donc qui va être en fait le replay des différents webinaires que nous avons fait cette année. N'hésitez pas à venir vous connecter. Les webinaires vont être en accès libre. Et du coup, vous pourrez visualiser différents sujets techniques. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Richard, j'ai déjà noté quelques questions qui étaient apparues pendant le webinaire, donc je les ai affichées du coup à l'écran ici. Je peux te laisser la main du coup sur pour répondre aux questions, s'il te plaît. Oui,
Très bien. Donc, je vais reprendre la main en effet sur ces différentes questions. Première question, avez-vous une bibliothèque matériaux de disponible? Alors, c'est une bonne remarque. On a en effet une bibliothèque de certains matériaux. Par contre, on n'a pas tous les matériaux qui pourraient être utiles. Par contre, les matériaux les plus usuels que vous pouvez avoir de type Roger, FR4 et autres à implémenter pour des systèmes d'antennes ou de composants micro-ondes, oui. Par contre, ce qui est important, c'est que les matériaux que vous avez dans la bibliothèque ou même d'autres que vous pourriez éventuellement récupérer, vous pouvez les paramétrer et les modifier. C'est-à-dire que vous pouvez leur attacher aussi un modèle de dispersion et les utiliser pour votre domaine d'application dans une gamme de fréquences particulière. Ensuite, est-il possible de récupérer les efforts mécaniques induits par le champ magnétique pour les injecter dans un calcul mécanique? Et vers quel logiciel? Alors ça, c'est une très bonne remarque. Parce que justement, de pouvoir bénéficier d'une suite complète, que ce soit CST, mais également la suite Dassault Systèmes, permet notamment de récupérer certaines données de sortie, de les coupler via d'autres outils, je pense par exemple à iSight ou autre, de manière à injecter ça vers Abacus, puisque c'est l'outil référence mécanique qu'il va y avoir au sein de Dassault Systèmes. Donc, ce n'est pas forcément toujours immédiat, mais les choses sont possibles puisqu'on a les outils pour le faire. Peut-on calculer les pertes par effet Joule et le champ de température induit dans une carte électronique? La réponse est oui. Vous pouvez non seulement caractériser les pertes par effet Joule, puisque vous avez, comme je vous l'ai exposé directement, un outil dédié à l'intégrité de puissance. Donc, vous allez pouvoir donc déjà cartographier à la fois les chutes de tension, via les pertes que vous avez dans les matériaux avec les conductivités qui sont renseignées, vous avez directement les pertes par dissipation et les pertes par effet Joule. Et vous pouvez directement coupler ça à un calcul thermique via notre solver thermique qui vous donnera directement l'élévation de température correspondante. Existe-t-il une solution de cloud computing pour CST? C'est à l'étude, ça devrait arriver très bientôt. Ça fait partie en effet des choses qui vont arriver avec la 3D Experience Platform. Par ailleurs, il existe une solution cloud qui est en train de se développer d'ailleurs chez certains de nos clients via Amazon et autres qui ont l'air de donner des résultats et des performances tout à fait acceptables. Est-ce que CST est intégré à la 3D Experience Platform? Donc ça, c'est tout le jeu justement de ce que l'on est en train de mener actuellement dans nos implémentations. CST pour le moment existe en Power BI, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ouvrir l'interface CST à partir de la 3D Experience Platform. Et vous allez retrouver par contre l'interface utilisateur que je vous ai présentée. Vous allez retrouver tout ça tel que vous le connaissez. En parallèle de ça, donc en parallèle du Power BI, vous avez également les fonctionnalités de CST qui s'intègrent progressivement également dans la 3D Experience Platform de façon dynamique directement dans la plateforme. Mais évidemment, cela est fait par les choix en fonction donc, des domaines d'application, de manière à avoir des physics apps qui soient dédiés pour ces applications et les industries dont je vous ai également exposé précédemment. Voilà, y aurait-il d'autres questions? Oui, Richard, il y a d'autres questions qui sont arrivées, justement, je te les copie à l'écran. Hop, je te les agrandis un petit peu. Donc la première, je pense qu'on a déjà répondu. Est-ce qu'il y a un lien entre la suite CST et 3D Experience? Voilà, donc c'est le Power BI, tout à fait. Ensuite, quel est le niveau de compétence doit avoir quelqu'un pour utiliser les outils CST? Alors, ce qui est important, c'est surtout d'avoir son expertise physique dans le domaine d'application, je dirais, qui concerne les clients. Après, la prise en main de l'outil, elle est d'expérience. Ça fait plus de 14 ans que je suis dans ce milieu-là. Elle se prend très vite en main. L'interface est, comme je vous le disais, très épurée. Et même dans le cadre d'un test, vous voyez déjà l'étendue des possibilités et vous pouvez déjà caractériser en partie, en première approximation, déjà votre application. Alors, est-ce que tous les modules sont fournis? Donc, oui. Avec l'achat d'une licence CST, vous avez l'ensemble des modules que je vous ai présentés pendant ce webinaire, avec tous ceux qui concernent la suite micro-ondes RF, basse fréquence, particules chargées, tout cela est fourni. Donc, sinon, quel est le délai? Bon, là, il n'y a pas de réponse. Et puis, comment fonctionne la liaison avec Katia? Eh bien, je dirais pour le moment, puisque c'est donc du Power BI, via le Power BI, vous avez aussi une passerelle potentielle avec les outils Katia
Par contre, ce n'est pas une intégration encore au sens 3D Experience Platform pour le moment, mais le Power BI vous permet déjà d'accéder à l'outil CST en ouvrant la 3D Experience Platform pour ensuite pointer sur le rôle CST. Est-ce qu'on peut directement importer un CATIA dans CST de Oui, suite? oui, on peut importer directement un CATIA dans CST, absolument. Et enfin, quid de la confidentialité? Donc, on a évidemment au sein de nos structures la possibilité de signer des NDA ou des choses comme ça. La confidentialité est évidemment garantie si nécessaire. Elle est de façon garantie par défaut via déjà la communication que l'on peut avoir entre Dassault Systèmes et les entités clientes. Très bien, merci Richard. Je vois pas d'autres questions. Donc on a dépassé midi, donc je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci encore Richard, merci à tous de votre participation et je vous souhaite Je du vous en coup prie. une bonne fin de journée, un bon appétit à tous. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.